Après une année 2023 compliquée pour les marchés de l'immobilier, après des difficultés d'accès au crédit, des taux d'intérêt qui se sont envolés, l'année 2024 sera-t-elle l'année du rebond? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui et qui sont complémentaires. Cécile Rockler, bonjour Cécile. Bonjour. Porte-parole du courtier Empruntis, spécialiste des crédits, toujours des bons conseils, des conseils pratiques. Éric Alouche, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur exécutif du réseau immobilier ERA, présent à l'international, bien sûr en France, avec combien d'agences ? Environ 500 agences. Environ 500 agences. Alors, l'idée, évidemment, avec vous, déjà de vous souhaiter une bonne année 2024. On sort d'une année 2023 au niveau de l'activité des marchés immobiliers qui a été compliquée avec fort recul des ventes et on va voir s'il y a des indicateurs au vert pour se projeter et être optimiste sur cette année 2024. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans les aspects conjoncturels, après donc cette année 2023, on va dire compliquée, quels sont pour vous les ingrédients d'un marché immobilier sain? Cécile. De la sérénité avec des éléments de contexte qui restent stables. C'est un marché dans lequel on a besoin de se projeter à long terme, on a besoin d'imaginer demain, que ce soit pour les acteurs professionnels comme les particuliers qui achètent de l'immobilier. Et donc l'essentiel pour un marché qui fonctionne bien, c'est de la stabilité dans les dispositifs fiscaux, dans les accompagnements, dans les taux de crédit et dans les prix de l'immobilier. Plus on aura de la stabilité, plus on se portera bien. Très bien. Éric Alouche. Alors un marché sain, c'est un marché où les particuliers, où les gens peuvent acheter de l'immobilier, voilà, dans des bonnes conditions, qui ont la capacité de pouvoir devenir propriétaires. Donc il y a toutes les conditions derrière qui soient réunies. Alors évidemment, c'est de la stabilité. C'est aussi des prix qui sont en relation avec la réalité du marché. Aujourd'hui, on a affaire à des prix qui, effectivement, après avoir beaucoup monté, ne baissent pas suffisamment. Au regard de ce qui est possible pour ces gens d'acheter. Donc voilà, c'est un marché sain, tout simplement. Très bien. Alors, on l'évoquera évidemment tout à l'heure. Alors, on commence par les conditions de crédit, les emprunts. Tout d'abord, où en est-on déjà en matière de production de crédit, Cécile? Alors, en production de crédit, on a connu une année 2023 qui était en très, très forte contraction, que selon les acteurs qu'on va regarder, on va quand même avoir des annonces de baisse qui sont de l'ordre de moins 30 à moins 40% par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2022. Donc, c'est une année de contraction. Elle est dans la lignée de ce qu'on a connu en 2022. On n'a pas eu de surprise en 2023. Les choses ne se sont pas arrangées tout de suite. Il aura fallu attendre plus de 6 mois, voire 8 mois sur certains critères pour retrouver un peu de normalité dans l'accès au crédit, mais aussi dans les taux de financement. Vraiment, 2023, c'est la suite de 2022 avec une forte contraction, clairement. L'évolution des taux d'intérêt. Alors, ça a été, on n'a pas arrêté d'en parler en 2023 avec on a dépassé les 4%. Mais oui, bon, oui, on est arrivé en décembre 2023 au pic de ce qu'on aura pu connaître, c'est 4,35% en taux moyen sur 20 ans. Quand je vous dis 4,35%, ça veut dire qu'il y a des écarts très importants en fonction des secteurs et des profils. On avait des taux qui étaient juste au-dessus de 4 pour certains, au plus haut des taux, mais pour d'autres, on était bien au-delà des 5%. Donc on n'avait pas connu ça depuis assez longtemps. Il faut clairement se le dire. On était plutôt dans une tendance baissière depuis 2014-2015. Là, on a repris en 2 ans des taux multipliés par 4 et ça a eu un impact sur la capacité d'emprunt très forte. C'est ce qui fait aussi une part des explications de la contraction du marché. C'est que quand vous avez un pouvoir d'achat qui est fortement rogné, mécaniquement, soit vous êtes très très contraint dans votre achat, soit vous avez le choix et vous pouvez attendre et vous reporter. Ça s'est arrangé un peu depuis la fin de l'année dernière? Ah oui, on a vraiment une évolution qui s'est passée en 2 temps. On va se rappeler que le Haut Conseil de stabilité financière était un élément extrêmement structurant dans l'octroi des financements, mais on avait aussi le taux d'usure qui nous posait un vrai problème et qui avait été d'ailleurs le déclencheur de la crise, puisque les banques payaient beaucoup plus cher leur argent, mais qu'elles ne pouvaient pas facturer le prix, le juste prix pour le client final. Donc elles avaient limité leur enveloppe de financement, voire elles avaient arrêté de prêter. Depuis
depuis qu'on a un taux d'usure mensuel, c'est-à-dire février 2023, petit à petit, on a regrignoté un peu d'espace et un peu de place pour faire des marges côté banque. Et ça s'est traduit 8 mois plus tard par la réouverture de certaines banques qui avaient arrêté de prêter. Donc depuis septembre 2023, on retrouve une offre qui se densifie, des partenaires bancaires qui reviennent sur le marché ou qui réouvrent les critères. Et quand vous avez plus de concurrence, vous avez mécaniquement un effet sur les taux de crédit, d'autant plus que le coût du financement s'est remis à baisser sur le dernier mois de l'année 2023, puisqu'on a perdu quasiment 100 points de base en quelques jours sur le coût de l'argent pour les banques. Et donc ça leur a permis, dans les deux cas, concurrence plus baisse du coût de l'argent, de rebaisser leur taux de crédit. Donc effectivement, on a commencé janvier avec des annonces de baisse. Alors c'est pas généralisé, hein, on n'est pas encore dans une situation générale de baisse, mais on avait quand même une banque sur deux qui baissait ses barèmes. Et ça, c'était pas arrivé depuis plus de 2 ans et demi. Donc c'est une excellente nouvelle et ça veut dire que vous gagnez quasiment, pour un couple qui gagne 4 000 €, ça veut dire que vous avez gagné quasiment 3 500 € de pouvoir d'achat en l'espace de même pas un mois. Et c'est plutôt bon signe. Donc taux d'intérêt, en moyenne, on en est... 4,20% sur 20 ans. Ouais. C'est ça. Et c'est une moyenne, hein, donc après, en fonction des profils et des régions, on a des écarts. Sur l'apport personnel, est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas? Alors, c'est toujours un sujet un peu complexe parce qu'il est de coutume de communiquer sur un apport moyen. Et l'apport moyen, en fait, il ne reflète pas la réalité des territoires. Et je suis sûre que quand on parlera prix avec Eric, on verra bien que les territoires, ils ne sont pas du tout homogènes et qu'on ne peut pas avoir une réalité française. En matière d'apport, c'est à peu près la même chose. On pourrait annoncer un apport moyen à 70 000 ou 80 000 €, mais en fait, c'est l'objet d'une concentration de transactions sur des grandes métropoles où l'immobilier est très cher et où, en fait, ce ne sont pas les banques qui demandent d'apporter 70 000 ou 80 000 € d'apport. Ce sont les projets qui nécessitent le complément de la perte de capacité d'emprunt. Si vous avez perdu 70 000 € de capacité d'emprunt, et que vous avez la chance de les avoir en épargne, vous allez compléter pour pouvoir quand même faire votre transaction, parce que si vous aviez besoin d'un 3 pièces, difficile de rechigner et de dire non, finalement on se collera dans un 2 pièces. Et après, côté politique des banques, on a quand même des fondamentaux. Bien sûr, les frais sont idéalement à apporter, parce que quand vous êtes dans un marché baissier, une banque, elle ne va pas prendre plus de risques que le prix du bien, et si jamais vous avez un accident de la vie, vous vous retrouvez vous-même en tant qu'emprunteur avec une dette. Donc le but du jeu, c'est quand même de protéger et l'emprunteur et la créance. Donc idéalement avoir les frais. Et puis en fonction du profil et du secteur, il faudra peut-être ajouter 5-10% d'apport supplémentaire pour prendre le risque partagé avec la banque, mais aussi en fonction de ses revenus. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, on a quand même certaines banques qui voient revenir le 110%, c'est-à-dire le financement des frais et des biens. Ça revient, donc oui, ça concerne beaucoup de banques? Non, aujourd'hui, ça reste encore très, très marginal, mais ça veut dire, c'est le signe du retour de la confiance. Et c'est le signe de la volonté d'accompagner un marché et de trouver des solutions, principalement pour les primo-accédants, dont on sait qu'ils ont été fortement pénalisés par les prix, alors même que ce sont les clients préférés des banques, qui adorent financer ce type de profil, qui ont plein de projets et plein de besoins. Donc il y a vraiment une volonté des banques d'arriver à compenser un peu les pénalités des primo-accédants, tout comme ils font aujourd'hui très souvent des prêts complémentaires à taux zéro ou à taux bonifié pour justement filer ce coup de pouce. Et sur les durées d'emprunt, alors comment ça évolue? Alors, la contrainte qu'on a avec le Haut Conseil de stabilité financière, elle est extrêmement structurante. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, on avait quand même des barèmes sur 30 ans. Et c'était assez logique, vu qu'on a une durée de vie qui s'allonge, d'aller chercher des taux, c'est des durées plus longues. Avec le Haut Conseil de stabilité financière, ça, c'est l'épaisseur du trait, puisque la durée maximum d'emprunt, c'est 25 ans, auquel vous pourrez rajouter 2 ans de différé si vous faites du neuf. Donc vous pouvez aller jusqu'à 27 ans. Oui, voilà. Avec 2 ans de différé, pas 27 ans d'amortissement. Oui. Donc on joue quand même avec une forte contrainte. Pour autant, on a eu une banque la semaine dernière qui nous a annoncé qu'elle voulait réinstaller un barème sur 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des banques qui vont être prêtes à jouer dans leur enveloppe de dérogation qu'elles peuvent accorder sur des durées un peu plus longues. Alors évidemment, on va être plutôt sur des ménages qui en ont besoin, des jeunes, avec des profils évolutifs, mais ça veut dire qu'il y a là aussi un retour de confiance sur le marché de l'immobilier et la volonté des banques d'accompagner. Très bien. Alors, ce retour de confiance sur le marché de l'immobilier, sur les marchés de l'immobilier, Éric Kalouche, oui. Réseau ERA, est-ce que vous voyez un changement ou pas encore? En fait, il y a un décalage et il y a toujours des difficultés. Alors, je ne serais pas aussi optimiste que ma consoeur. Alors, je suis ravi de cet optimisme. Et d'ailleurs, on va appeler beaucoup plus empruntistes parce qu'apparemment, ils ont la possibilité de financer. Moi, ce n'est pas trop ce que j'entends sur le terrain. En 2023, il y a eu beaucoup de difficultés. D'une part, des banques qui ne prêtaient pas ou
qui prêtaient peu ou avec des conditions qui étaient très dures, notamment en termes d'apport, et d'autre part, effectivement, des taux qui ont monté et qui ont rogné de manière importante le pouvoir d'achat des emprunteurs. Donc ça, c'était la difficulté de 2023. 2024, effectivement, on voit des signes que les choses s'améliorent, et effectivement, tout ça s'est confirmé, donc j'en suis absolument ravi. Mais effectivement, le point numéro 1, c'était celui-ci, puisque on a un vrai problème aujourd'hui avec des prix qui restent quand même élevés et des volumes qui baissent. Donc il faudrait effectivement que les prix baissent aussi. Ça, ce serait l'idéal, et ce qu'on ne voit pas encore suffisamment. Alors il y a plusieurs facteurs à cela. Déjà, il y a une demande qui reste présente quand même. Donc s'il y a moins de demande, forcément les prix vont baisser, mais il y a une demande qui reste là compte tenu de plusieurs facteurs, notamment les difficultés dans le neuf. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont gelés. Également, compte tenu de tout ce qui est performance énergétique, etc., qui a tendance à faire peur à beaucoup de propriétaires. Il y a même des propriétaires, pas des propriétaires, des acquéreurs, aujourd'hui qui excluent de leur recherche les biens qui sont en F ou en G, donc les passoires thermiques. Donc on a un certain nombre de phénomènes comme ça qui font que les prix ne baissent pas suffisamment aujourd'hui. Et les prix qui baissent ne sont pas un problème, puisque ce qui compte, c'est d'être en adéquation par rapport à la réalité du marché, comme je disais tout à l'heure, dans la vision d'un marché idéal ou de quelque chose qui fonctionnerait bien. Mais il y a toujours un temps d'inertie, puis on a aussi des vendeurs qui aujourd'hui sont réticents à baisser leurs prix après avoir connu toute cette période d'embellie où les prix montaient. Ils ont toujours du mal à baisser leurs prix. Ils n'entendent pas forcément les professionnels. Alors évidemment, on a les ventes d'opportunités, puis on a les ventes de nécessité. Concernant les ventes de nécessité, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais concernant les ventes d'opportunités, il y en a qui attendent et qui remettent en vente leurs biens un petit peu plus tard. Il faudra effectivement qu'un jour, à un moment donné, ils se décident à vendre. Bon. Et en ce qui concerne les retours terrain sur l'évolution des prix, est-ce que là aussi il y a des différences, des disparités, j'imagine bien sûr, en fonction à la fois des régions, des villes, des types de biens. Quels sont vos retours terrain, Eric ? Alors sur la France, on est à moins 4,2% en moyenne au cours de l'année 2023, d'octobre à octobre précisément. À Paris, on a une moyenne des prix de vente des biens immobiliers anciens qui est en dessous de 10 000 euros. Ça a beaucoup fait jaser, on sait que c'est un petit peu le curseur. On est à 9 455 euros du mètre carré précisément. Donc on a baissé de 5,55% en l'espace d'un an. Donc là c'est janvier à janvier. En Ile-de-France, on est sur une baisse généralisée à moins 7 sur les maisons. Les maisons avaient beaucoup monté, il y avait énormément de demandes sur les maisons. Et aujourd'hui, on a une baisse... Là, c'est sur le réseau ERA. Ça, c'est sur la générale, pardon. Oui, c'est sur le réseau ERA. Sur le réseau ERA, donc moins 7%. Moins 7,5% sur les maisons, 7,1% de manière générale. On est à 7,5% sur les maisons et on est à moins 5% sur les appartements. D'accord. Au niveau de l'Île-de-France. Bon, vous avez constaté aussi un attentisme, vous le disiez Eric, à la fois côté vendeur, côté acquéreur, pendant quasiment toute l'année 2023, en tout cas le dernier semestre. Alors plus effectivement le dernier semestre, même s'il y a quand même des signes, ça dépend suivant les régions, puisqu'il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés, y compris dans l'Île-de-France. On n'a pas forcément les mêmes niveaux de baisse. Par exemple dans les Yvelines, ça baisse un peu moins, on est à moins 3%. Et vous êtes effectivement, par rapport au Val-de-Marne, on est à moins 6,9. Vous voyez, il y a quand même des différences de baisse. Et après, ça dépend aussi du type de produit. Au niveau des ventes. Et ça, c'est valable pour toute la France, suivant le type de produit, donc studio, appartement, maison, suivant aussi l'état du bien, qui est de plus en plus pris en compte. Suivant la zone, effectivement, où vous vous trouvez, puisqu'on a des disparités en termes de prix. Vous avez des endroits où les prix montent encore et vous avez des endroits où les prix baissent. Par exemple, à Nice, on est à plus 3,4%. Donc, vous voyez, il y a des différences. Bon, alors, comme ça, on a dressé un peu le tableau. Ouais. On est sur 870 000 ventes à peu près sur l'année 2023, en tout cas par rapport à un pic à 1 200 000 en 2021. Donc, quand même une baisse importante des transactions, des prix qui baissent, mais pas suffisamment. Après, c'est difficile d'avoir le réel curseur. Qu'est-ce qui permettrait tout d'abord à tous les deux de fluidifier l'activité du marché? Alors, on parle beaucoup de morale, de confiance, les conditions d'emprunt, c'est important. Cécile Roquelaure, il y a aussi peut-être la politique du logement. Il y a effectivement beaucoup de choses. On pourrait faire, c'est encore le mois des vœux, on peut peut-être faire des vœux, mais côté financement, il reste un élément qui reste structurant, c'est le Haut Conseil de stabilité financière, on en parlait il y a quelques secondes. Ça reste un système qui était valable il y a quelques années quand le marché du crédit fonctionnait à plein et qu'on avait peur d'une bulle immobilière
clair et qu'on trouvait que, en tout cas, les organisations qui gouvernent les banques trouvaient que ça tournait trop bien le crédit. Aujourd'hui, le monde a changé. Je pense qu'en 2024, on pourrait ranger au placard le HASF. Donc faire une pause en fait et dire bon, les banques qu'elles fassent leur métier. Exactement, fait, c'est ça, oui. Olivier. Aujourd'hui, on a toujours dit que les banques étaient pas assez prêteuses, qu'elles étaient trop regardantes, qu'elles étaient trop prudentes. En fait, laissons-les faire leur travail. Elles le font très bien. Elles ont l'habitude de gérer leurs risques. Et puis libérons les quelques contraintes qui touchent principalement les investisseurs, qui sont empêchés par le taux d'endettement, alors même qu'on a besoin d'eux pour rénover justement un parc de logements à mettre à la location, et on voit bien les tensions sur le marché du locatif. Laissons les secondos accédants qui ont des revenus importants faire des transactions sans se poser autant de questions sur le taux d'endettement, mais en regardant plutôt le reste à vivre. Voilà, on a encore quelques contraintes qui ne sont pas, semble-t-il, nécessaires aujourd'hui sur le marché pour le réguler, puisqu'il est naturellement régulé. Ça, c'est côté financement. Il ne nous reste donc pas beaucoup de chemin à faire, hein. Je vous le disais tout à l'heure, on est plutôt dans un système de retrouver de la sérénité et retrouver la possibilité d'accéder au financement correctement et à des taux qui restent malgré tout à 4% convenable. Pour moi, on a beaucoup de sujets côté offre. La pénurie d'offres dans le neuf, les difficultés à trouver des biens. Les Français ont besoin de se loger et on oublie souvent que la société n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On reste plus longtemps chez soi, on garde ses enfants plus longtemps, on n'a pas forcément envie de partir de son bien quand on vieillit. Et tout ça, ça nécessite plus de logements. Je ne vous parle même pas de la décomposition des ménages où chacun veut un 3 pièces pour pouvoir garder ses enfants. Et donc tout ça, ça fait peser une pression. Vous le disiez, Eric, il y a une demande, elle est là, elle est présente, elle est forte. Il faut qu'on décadenasse l'offre et pour moi, tout est de côté de l'offre. Décadenasser, Eric Alouche. Oui, je crois. Comment il y a les éléments, il y a les paramètres qui relèvent pas de nous. Par exemple, l'inflation. Donc là, effectivement, c'est difficile. Quand on a de l'inflation qui monte, les taux doivent suivre. Là, l'inflation a l'air de se calmer, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce qui a été dit est très juste, et c'est vraiment le fond du problème, c'est qu'il y a une insuffisance de logement. Il y a une insuffisance de stock en France, notamment sur le neuf, ce qui a des conséquences forcément sur l'ancien, puisque si on ne peut pas acheter de neuf, aussi la location, on achète aussi de l'ancien. Le gros problème de la location, on n'en trouve quasiment plus. Absolument. Enfin, alors, location classique, c'est très difficile, et là l'État a un rôle à jouer. Alors, je sais qu'effectivement, l'immobilier coûte un pognon de dingue, ou qu'effectivement, il ne faut pas subventionner l'immobilier, que c'est une rente. Au-delà de ces discours et de cette communication, il y a une réalité qui est que les gens doivent se loger. Et s'il n'y a pas des mesures qui sont prises rapidement, ça va causer des problèmes qui vont être de plus en plus graves. Puisqu'on est en train... Lesquelles mesures il y aura pas des mesures, par exemple, ce fameux... Alors, c'est bien d'avoir mis un calendrier pour la performance énergétique, pour améliorer la performance énergétique et interdire des logements à partir du 1er janvier 2025 pour les logements classés G, en fait, les plus énergivores. Oui, mais ça a déjà commencé. Là, les G+, depuis janvier 2023, ils ne peuvent plus être reloués. Donc petit à petit, tout ça va s'échelonner dans le temps. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont sortir de la location. Qu'est-ce que vous demandez dans ce cas-là? Un report? Il faudrait qu'il y ait un aménagement de ce calendrier en concertation avec les professionnels. Il faudrait aussi que les aides aujourd'hui qui sont consenties soient beaucoup plus lisibles. Alors, je sais qu'il y a une amélioration qui s'est effectuée, mais elle doit continuer. Elle doit être faite en interconnexion et en concertation avec les professionnels qui connaissent le terrain. Bref, il faut s'assurer ou il faut éviter qu'il y ait trop de logements qui sortent du parc locatif. Parce que vous êtes propriétaire aujourd'hui... Eric, si l'annonce est faite maintenant, vous aussi prenez le risque de casser une dynamique sur tout ce qui est rénovation énergétique, les artisans, le bâtiment, les gens qui se disent il faut le faire maintenant, autrement on a le temps, on va reporter. Il peut y avoir aussi ce risque-là de casser la dynamique. C'est-à-dire que peut-être on aura cette annonce, mais à la fin de l'année. Alors c'est vrai. Donc il faut effectivement s'asseoir à une table, il faut trouver la meilleure solution possible, mais la meilleure solution aussi qui soit réalisable. Parce qu'une chose est de décider d'un certain nombre de réglementations, une autre de les appliquer. Si ce n'est pas applicable concrètement parce que ça nous amène dans le mur, on va payer ça très cher. Donc il faut accompagner cette évolution en termes d'amélioration du parc énergétique des logements, mais en même temps, il faut que ce soit faisable et cohérent au regard de la situation actuelle. Si vous n'avez plus de biens de propriété, de biens privés à louer, ça va causer un problème. Ça en cause déjà. Quand vous voyez à Paris qu'effectivement, il y a un plafonnement des loyers, pourquoi? Pas parce que vous avez des méchants propriétaires qui veulent gagner plein d'argent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de biens à la location, parce que vous avez des coûts concernant les biens immobiliers, que vous avez de moins en moins de biens immobiliers à louer.
Ouais. Quand vous achetez un bien... rapport aussi sur Airbnb. Aussi exactement. Bah oui, parce que si vous gagnez rien sur votre location, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de gagner quelque chose ou vous allez carrément sortir du parc en vendant votre bien immobilier. Donc il faut intégrer tous ces paramètres. Il ne s'agit pas de mettre en place uniquement des mesures pour des raisons qui peuvent être des bonnes raisons, qui peuvent être des raisons de communication. Il s'agit aussi de faire quelque chose qui soit viable dans le temps. Et ce problème de déficit de logement, si on ne s'y attelle pas maintenant, on va le payer. Puisque là, c'est pareil, les investisseurs aujourd'hui dans l'immobilier d'aujourd'hui, ceux qui n'investissent pas dans l'immobilier, c'est des logements qui ne vont pas être construits demain. Ça veut dire que ce problème, il va s'aggraver. On a aujourd'hui un déficit de construction en France, et surtout aux endroits où il faudrait qu'il y ait un peu plus d'immobilier disponible. Donc, c'est une vraie politique du logement qu'il faudrait qu'on ait. Malheureusement, les signaux qu'on a vus arriver, il n'y a plus de ministre. On avait eu M. Vergrit qui était venu d'ailleurs au congrès FNAIM, qui avait l'air d'entendre ce qui était dit. Et là, on n'a plus de ministre du tout. Vous voyez, donc le signal, il n'est pas très bon, et il est un peu ennuyeux, et c'est même pas l'immobilier, c'est le logement des Français qui est concerné. Donc on est inquiet. Cécile Reclor, inquiète. Ah oui, donc clairement aujourd'hui on manque de biens et effectivement on ne prend pas de décision ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Et le long terme, Eric a raison, c'est celui des générations futures, c'est celle de nos enfants qui aujourd'hui déjà galèrent à se loger et c'est pas normal qu'on trouve un boulot, qu'on n'ait pas de logement. Et donc ça va s'aggraver dans le temps parce qu'en général c'est une machine à laquelle il faut du temps pour redémarrer, surtout la promotion immobilière. Et alors on parle des secteurs où il y a déjà des pénuries de logements. Mais si on veut réouvrir des secteurs qui soient moins les grandes villes, qu'on veut désenclaver, qu'on veut créer de la vie dans les territoires, il faut que la politique du logement, elle soit partout. Et en ça, les modifications qui vont être apportées sur le prêt à taux zéro, alors on est entre deux là dans les réglementations pour le prêt à taux zéro, mais le futur prêt à taux zéro qui va arriver, on ne peut plus aider un ménage primo-accédant à acheter du neuf dans une zone détendue, mais ça veut dire que en fait, dans ces zones, on ne veut plus rien faire, ça veut dire qu'on ne veut plus investir. Alors je comprends qu'on veuille rénover le stock, mais Eric l'évoquait, il faut avoir des propriétaires qui ont les moyens de se financer, qui ont les moyens d'exécuter, avec des artisans présents sur les secteurs. En fait, la politique du logement, ça ne peut pas être une politique à court terme, mais ça ne peut pas être une politique juste d'argent, et c'est effectivement pas une politique de l'immobilier, mais du logement. Eric, d'autres propositions pour relancer tout ce qui peut inciter les gens déjà à investir dans l'immobilier est bon. Et c'est pas uniquement, il ne faut pas voir ça uniquement comme un avantage fiscal et quelque part un coût pour l'État. Je rappelle juste que l'immobilier représente 90 milliards, donc c'est pas rien, et ça rapporte beaucoup plus que ça coûte. Donc quelque part, produire des logements, ça donne du travail à beaucoup d'entrepreneurs, et ça crée de la richesse pour notre pays, au-delà de l'avantage fiscal qui est concédé. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut le voir comme un investissement et surtout comme une nécessité. Parce que ce qui a été dit, effectivement, il y a énormément d'inertie dans le logement, et les mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui, on va les payer demain. Donc incitation à tous les niveaux d'investir dans l'immobilier, permettre aussi aux primo-accédants d'avoir plus facilement accès à la propriété. On a vu qu'on a supprimé malheureusement le prêt à taux zéro sur les maisons, et puis que ça a été rogné concernant effectivement les appartements, avec effectivement des conditions un peu plus restrictives. Donc les primo-accédants également. Et puis encore une fois, tout ça, ça a des conséquences aussi sur le locatif. Malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires, ils doivent aller vers la location. Et si vous avez moins de biens à louer, forcément, vous avez des tensions sur les prix des biens. Et c'est pas en mettant des plafonnements que vous allez régler le problème. C'est un peu comme mettant un cautère sur une jambe de bois. Il faut régler le problème à la racine et non pas uniquement sur ce qui se voit. Donc, je ne vais pas faire un catalogue de mesures, mais tout ce qui va dans le sens d'une incitation, dans une facilitation aussi de l'acquisition de biens immobiliers, dans la création de logements neufs, tout ça est positif. Donc il faut se réunir, il faut peut-être faire un Grenelle ou je ne sais pas quoi de l'immobilier. Après le CNR, on a été un peu échaudé, donc on espère toujours qu'il va y avoir une réaction qui va s'opérer, mais il faudrait mettre autour d'une table tous les acteurs, les promoteurs qui sont absolument essentiels, et les acteurs de l'immobilier, les syndicats, essayer de trouver des solutions ensemble. Eh bien justement, 2024, en conclusion tous les deux, quels sont vos bons conseils pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier? Cécile.
Pour le financement, on va revenir à des fondamentaux. Ça va paraître étrange comme rappel de règles, mais en fait, on ne se lance pas dans une recherche de biens sans avoir étudié sa capacité d'emprunt. On ne fait pas ça en se disant bon, je prends 33%, ça devrait être bon, sans savoir ce que prend en compte la banque dans les revenus, parce qu'en fait, il y a plein de petites subtilités. Donc, on étudie bien sa capacité d'emprunt, et puis ensuite, on fait des visites, on signe son compromis, et on dépose son dossier en banque le plus rapidement possible pour verrouiller des conditions de financement. Mais vraiment, se dire que les choses sont redevenues plus normales, qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque les taux n'augmentent plus et donc vous avez le temps de prendre votre projet en main et de le dérouler correctement et de se dire qu'en fait l'immobilier est à nouveau accessible. Bon, Éric Alouche, les bons conseils 2024. Alors les bons conseils, acheter ou vendre un bien immobilier. Alors effectivement, je ne reprendrai pas ce qui a été dit parce que c'est tout à fait juste. Déjà, le besoin de se loger est un besoin fondamental. Et d'être propriétaire, c'est quelque chose d'important, je pense, pour tout le monde. Beaucoup de gens aspirent à la propriété. Il y a ceux qui ne peuvent pas, il y a ceux qui peuvent. Donc si on peut être propriétaire, c'est bien de l'être. Évidemment, quand on achète un bien immobilier, ce n'est pas pour le revendre tout de suite. Il faut effectivement avoir une vision, une certaine stabilité en termes professionnels et en termes simplement de vie dans un endroit donné qui doit exister. Mais effectivement, acheter est toujours une bonne chose, tout simplement parce qu'il vaut mieux payer un crédit que de payer un loyer. Ça, c'est toujours vrai. Donc après, évidemment, il faut regarder, il faut sortir sa calculatrice. Il y a actuellement... Comparer, négocier, regarder l'état du bien. Il faut aussi ne pas se mettre trop de contraintes. Par exemple, on achète un bien en F ou en G, on se dit je vais faire les travaux moi-même. C'est quand même pas évident. Donc il faut bien sortir sa calculatrice, regarder tout ça, estimer tout ça, se faire assister par un professionnel aussi qui pourra évidemment conseiller son client. Donc voilà, mais voilà les bons conseils, je dirais, qui sont des conseils de base. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Éric Alouche, ERA Immobilier, le réseau. Merci beaucoup. Merci Olivier. Cécile Roclor du réseau Empruntis. Merci infiniment. Merci Olivier. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.